Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez passé une très bonne semaine? Parfait. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez le voir, l'actualité est riche. Cette semaine, on retrouve notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Pour respecter la norme Tier 4 phase 4, John Deere, qui avait jusqu'à présent évité l'ajout d'additifs dans ses moteurs, va dès 2014 associer un catalyseur d'oxydation, DOC, un filtre à particules diesel, DPF, et un dispositif de réduction catalytique sélective, SCR, pour les moteurs de plus de 175 chevaux. Les puissances inférieures auront jusqu'en 2016 pour s'y conformer. Rappelons que la norme Tier 4 phase 4 impose une réduction supplémentaire de 80% des émissions d'oxyde d'azote. Just thinking about the morning. CASIH a revu la numérotation des tracteurs Formol U Efficient. Les modèles 90, 100 et 110 deviennent respectivement 95, 105 et 115, chiffres qui indiquent leur puissance. Ces tracteurs se déclinent en trois versions, Formol A pour l'entrée de gamme, C pour les compacts et U pour le haut de gamme. Ces derniers sont animés par un moteur à rampe commune à 4 cylindres de 3,4 litres de cylindrée et répondant à la norme Tier 4A. Les moteurs de 115 chevaux bénéficient de la technologie EGR et les moteurs de moindre puissance intègrent le catalyseur SCR. La prochaine édition du salon Forexpo se déroulera du 6 au 8 juin prochain à Mimizan dans les Landes. Pour tout savoir sur ce salon, on retrouve notre rubrique Interview. Christian Pinaudot, vous êtes directeur de Forexpo. Pour la 24e édition qui va se tenir au mois de juin en Aquitaine, quels sont les points forts? Alors d'abord, Forexpo, c'est un salon, son originalité, c'est qu'il se passe en pleine forêt. C'est un salon forestier, d'où le nom Forexpo. La forêt s'expose en quelque sorte. Et là, évidemment, nous sommes dans des circonstances tout à fait exceptionnelles parce qu'il y a eu 2 tempêtes en Aquitaine, dont la dernière, Klaus, a marqué tous les esprits. Et donc on se trouve là au cœur à la fois du plus grand massif, un des plus grands massifs européens, et qui a été sinistré très fortement. Donc ce que l'on veut montrer à cette occasion, c'est toute la réactivité, la dynamique de cette filière qui va s'attacher à reboiser le plus grand chantier d'Europe. Comme dans le secteur agricole, vous avez des problèmes de recrutement. Qu'allez-vous faire? Alors, d'abord, on a des écoles assez bien organisées, mais effectivement, nous colle à la peau, si j'ose dire, un peu comme dans le milieu agricole, ces clichés, hein, ces lieux communs de métiers dévalorisants. C'est-à-dire envoyer son fils travailler chez EADS, n'est-ce pas, ça fait beaucoup plus chic que de l'envoyer travailler en agriculture et en forêt. Parce qu'alors en forêt, on a l'image du type avec son béret, ses bottes, sa hache sur l'épaule. En fait, c'est le contraire. Ce sont des métiers, et particulièrement en forêt, j'insiste là-dessus, sont des métiers de plus en plus sophistiqués, où maintenant, c'est des techniciens supérieurs ou des bacs plus 4 ou 5 qu'il nous faut. Conduire un engin d'exploitation forestière, c'est savoir se servir de tout un tas de logiciels informatiques, et c'est quasiment, vous vous retrouvez dans un cockpit d'avion quasiment. C'est des métiers qui, au contraire, sont très qualifiés et très sophistiqués. Christian Pinaudot, merci beaucoup. Merci à vous. Les Français sont-ils les champions de la surmécanisation? Je vous propose de retrouver un débat que nous avons tourné dans le cadre du Salon de l'Agriculture avec 2 experts en machinisme. La France est-elle championne en matière de surmécanisation? Alors justement, pour répondre à cette question, je suis en compagnie d'Yves Madeline. Bonjour. Alors, il faut mettre le micro. Vous êtes chef du département Action régionale au sein d'IDEL, l'Institut de l'élevage. Et Jean-Christophe Haas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication au sein du groupe Kuhn. Alors, on va faire un petit débat sur cette question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France est championne du monde en matière de surmécanisation? Alors, si on prend un indicateur du nombre de tracteurs ramenés par unité de main-d'œuvre ou par hectare, souvent on a des chiffres qui sortent en tête. Mais ce n'est pas forcément le bon indicateur. Parce que plus près de votre micro, allez-y. Ce n'est pas forcément le bon indicateur. Et nous avons plutôt l'habitude, nous, d'utiliser dans nos approches actuelles, de raisonner en coût de mécanisation
ramené aux 1000 litres de lait ou au kilo de viande produite. Donc, parlez bien près le micro de votre bouche. Donc, ce que vous dites, il faut bien choisir l'unité de mesure, c'est ça? Tout à fait. L'unité de mesure n'est pas forcément le nombre de tracteurs ou de machines, puisque ça a du sens. Effectivement, quand on les compte, c'est intéressant de les compter. Mais ce qu'il faut voir, c'est leur coût et le poids que ça pèse dans le coût de production de ce qu'on produit. Est-ce qu'il y a une grande variabilité selon les types de production? Oui, énormément. À l'intérieur, il n'y a pas énormément de variabilité entre le lait et la viande. En gros, la mécanisation, c'est le poste le plus important des charges de structure, aussi bien en production laitière qu'en production de viande. En gros, on est à 35% des charges de structure en viande et 45% en lait, donc un peu plus de mécanisation en lait. Donc ça, c'est une moyenne, mais derrière cette moyenne, on a une grande diversité selon les systèmes d'élevage qui sont mis en œuvre, selon qu'on ait plus de surface ou moins de surface, plus intensif ou moins intensif. Jean-Christophe Haas, est-ce qu'il y a une dimension affective, ça on ne peut pas le nier, dans le choix des matériels? Oui, bien sûr, il y a toujours cette dimension affective, ce rattachement à une marque qui pourrait donc subjectiviser l'acte d'achat. Mais je pense que cette subjectivité, elle est orientée essentiellement vers la marque, une marque plutôt qu'une autre. Mais je pense et je suis convaincu que l'agriculteur, dans sa démarche d'achat et d'investissement, garde toute l'objectivité nécessaire et en termes de définition de machine. Donc il peut y avoir un choix subjectif de marque, mais je ne pense pas qu'en termes de choix de machine, donc critères purement techniques, largeur, capacité, il y ait cette subjectivité-là. C'est un faux procès à mon sens. Et je suis un peu gêné par le terme de surmécanisation. Je préférerais que nous parlions de charges de mécanisation dans leur ensemble, parce que les charges de mécanisation rassemblent à la fois le coût d'investissement des matériels de traction et autres outils agricoles. Donc là, nous sommes partie prenante et acteurs. Mais il y a aussi les coûts de main-d'œuvre pour plus de moitié de l'ensemble de ces charges. Et là, les constructeurs et les distributeurs de matériels agricoles sont totalement impuissants face à l'évolution des coûts de main-d'œuvre et au coût des carburants, par exemple. Donc c'est vrai qu'on fait un raccourci qui est un peu rapide. Quand on parle de surmécanisation, c'est pas que le matériel. On fait un raccourci un petit peu rapide qui tend un petit peu à jeter une certaine culpabilité sur les constructeurs et distributeurs qu'on pourrait placer comme des incitateurs à surinvestir dans les exploitations agricoles. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça aujourd'hui. Les contraintes sont telles sur les épaules de nos clients et des agriculteurs, que ce soit dans l'élevage ou que ce soit dans la grande culture, que leurs décisions, à mon sens, sont prises d'une façon extrêmement rationnelle. Alors pour diminuer les charges de mécanisation, il n'y a pas 36 leviers sur lesquels on peut agir. Il y a d'un côté la taille des exploitations et de l'autre la productivité au travail. Alors, tout ce qui concerne la taille des exploitations, nous sommes totalement impuissants, encore une fois. Et pour résoudre le problème sur ce levier-là, on peut parler de regroupement, de travail en commun, d'assolement en commun. Et on sait que la France est un des pays où on retrouve le plus grand nombre de CUMA, mais peut-être qu'il faut encore aller plus loin à ce niveau-là. Par contre, pour le deuxième volet qui est la productivité au travail, les constructeurs sont directement impliqués. Ils ont des réponses à apporter, très concrètes en termes technologiques, d'évolution des produits. Et là, ils sont attendus. Et notre rôle aujourd'hui consiste effectivement à essayer d'apporter la réponse la plus juste par rapport à la taille de l'exploitation. Donc ça peut être extrêmement technologique. On parle aujourd'hui d'un épandeur d'engrais avec pesée. C'est un investissement qui est amorti en une année sur une exploitation céréalière, rien qu'au travers des économies d'engrais qu'il permet, par exemple. Mais la diversité et la largeur de gamme que proposent les constructeurs est en soi aussi une réponse à la meilleure maîtrise des coûts, puisqu'on propose à chaque type d'exploitation un type de produit en particulier. Alors Yves Madeline, quand je vais à l'étranger, je suis des fois étonné de voir par exemple aux États-Unis comment ils gardent les tracteurs beaucoup plus longtemps qu'en France. Alors il y a effectivement le levier fiscal qui est important, mais il y a aussi une façon de concevoir le matériel dans la durée. Oui, bien entendu, je rejoins ce que vous dites. Il faut
raisonner l'équipement, bien entendu en recherchant la performance et la productivité du travail, mais pas forcément en s'équipant individuellement. Et vous l'avez évoqué, il y a des CUMA, des entreprises de travaux agricoles, et on a une petite étude qu'on a fait récemment dans le cadre de nos réseaux de fermes de référence, les réseaux d'élevage qu'on anime avec les chambres d'agriculture, qui regroupent 1500 élevages en France. Sur ces réseaux, là dans la région ouest, sur les réseaux bovins-viande, on a fait la comparaison entre ceux qui déléguaient plus le travail et ceux qui s'équipaient plus, et on a quand même de l'ordre d'une dizaine d'euros de différence entre ceux qui délèguent et ceux qui ont tendance à s'équiper individuellement, parce que s'équiper individuellement, c'est pas toujours arriver à trouver le matériel le plus adéquat ou qui va être peut-être sous-utilisé à un moment donné, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. On a tendance à avoir peut-être des fois plusieurs tracteurs dans les exploitations qu'on ne peut pas utiliser tous en même temps. Alors pour finir l'émission, j'aimerais bien avoir votre point de vue, la façon la plus claire possible, comme on essaye toujours de faire dans Power Boost. Concrètement, on n'est pas champion de la surmécanisation. Votre avis, c'est oui, c'est non? Non, on n'est pas champion. On a parfois des matériels un peu sous-utilisés, mais quand on ramène au coût de production la part de la mécanisation à des systèmes comparables avec ceux de l'Europe du Nord, on est assez comparable. Jean-Christophe? Moi, je pense qu'on fait du mieux possible compte tenu de la taille critique de nos exploitations en moyenne, et qu'il est pas tout à fait juste de comparer la taille des exploitations telles qu'elles sont en France avec les charges de mécanisation dans des exploitations qui atteignent des tailles de 800 à 1000 hectares. Ça n'est pas comparable. Pour finir, je vous conseille la lecture du journal Agriculture et Nouvelles Technologies qui consacre ce mois-ci un article fort intéressant sur l'impact des éruptions solaires sur la qualité du signal GPS RTK. Voilà, Power Boost, c'est fini, je vous retrouve vendredi prochain, mais n'oubliez pas que d'ici là, chaque jour, toute l'actualité du machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.